Bonjour et bienvenue au Uninkables épisode 4, podcast québécois. On parle Lorcana, compétitif, casual, on donne des tips and tricks, on a du fun entre nous, puis on va jaser aujourd'hui avec JF et Dan comme d'habitude, mais on a un invité de plus cette semaine, Pat Côté. Bienvenue Pat, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bienvenue Pat. Donc Pat, on va parler un petit peu avec toi plus tard, mais on va aussi discuter de ton top 16 dans le DLC de Chicago, ton expérience, comment ça s'est passé, puis on veut aussi savoir où tu t'en vas pour le reste de la saison. Mais avant ça, on va commencer par discuter de nos questions qu'on a eues sur les différentes plateformes. Donc, on a Gabriel qui nous a demandé des conseils sur comment inker dans Lorcana. On va parler dans le fond des choix de cartes, comment ancrer de sa main, quoi prioriser, essayer de planifier son taux d'avance, qu'est-ce qui arrive aussi quand on skip le inking, c'est quoi l'impact que ça a sur notre game. On va aussi parler du pourcentage de ink qu'on veut avoir versus les uninkable. On va discuter des cartes qui sont à gros coûts aussi. On parle de gros coûts, là, on parle des cartes dans la Chernobog, on parle des cartes comme les Ariel 6 qui sont uninkable. Donc on va un peu parler aussi de pourquoi on en met, combien on en met. Puis on s'entend aussi que c'est souvent par rapport à qu'est-ce qu'on joue puis comment on va le jouer. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer un peu sur le inking puis leur façon de procéder. Moi, je sais que de mon côté, il y a énormément de processus dans le inking. Donc, on commence souvent pour les gens qui font du deck building. Le inking commence directement là. Donc, on parle souvent de ratio. Vous allez entendre parler de ratio uninkable, inkable. Je sais pas pour vous, là, les gars, moi j'essaie de m'en tenir à 25%. Donc, on parle normalement d'une quinzaine de cartes sur un deck de 60 pour garder un bon ratio. Je sais qu'il y a des decks qui ont un petit peu plus de uninkable, puis on va expliquer un peu le pourquoi derrière tout ça, puis comment on fait en sorte que le deck fonctionne quand même. Je sais, Pat, tu as joué un deck qui en avait quasiment 21, toi, donc ça a été quoi ton top process derrière 21 uninkable? Yes, 21, c'est le bon chiffre, mais dans ce fond, c'est un deck rouge-bleu, donc tout le monde connaît bien, là, c'est très méta depuis déjà 2 sets. Avec les cartes comme le Quill, qui est une excellente carte d'ailleurs, on peut en créer quand même des non-inkables, j'appelle ça un peu du non-inkable cheat. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu qui permettent de faire ça. Là. Récemment, il y a eu le Inkcaster dans vert pour faire un vert Grimil, c'est quand même le fun, mais autrement, c'est pas mal la seule carte. Ça me permet justement de tricher un peu, d'aller un peu plus loin parce qu'on n'est pas nécessairement pris avec autant d'inkables si on réussit à avoir le Quill assez rapidement. Puis aussi là-dedans, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a, dans ma version, du moins 3 All Fargo puis 2 One Jump Ahead, donc ça manque le nombre de Ninkable par set. Mais la réalité, c'est que ces cartes-là donnent du ink, donc ça compense un peu. À partir du moment qu'on est rendu à 4 mana, souvent le reste, ça déboule un peu tout seul, surtout si on réussit à trouver les rames. Donc le nombre de Ninkable, faut attention, dans le sens qu'il y a des cartes qui permettent d'inker, ou il y a des cartes qui donnent du ink en les jouant, donc ça permet de tricher un peu. Mais sinon, en dehors des cartes, des decks qui ont du bleu, je suis d'accord pour dire que 15, 14, c'est pas mal un bon target. Puis je serais même aussi à l'inverse, il y a des gens qui jouent des decks avec 0 Ninkable ou juste 4. C'est vraiment une erreur. Il y a une façon de rendre le deck beaucoup plus fort en allant chercher un 8 ou un 12 Ninkable parce que ce sont des cartes qui sont plus fortes dues à leur défaut qui s'ancrent. C'est un bon point que tu apportes justement quand tu dis qu'on est rendu à 5-6 encres, que c'est moins dommageable d'avoir des uninkable parce que justement, ça c'est quelque chose d'important à considérer quand tu vas construire ton deck, c'est que tu peux avoir 15 uninkable, mais qui vont tous avoir des coups de 2 ou 3 ou de 1. Ben dans ce temps-là, c'est moins dommageable parce que tu vas être capable de les jouer, même si tu n'as pas beaucoup d'encre dans tes mains. Parce que tu veux pas, c'est tu veux pas arriver un tour et rien jouer. Puis quand tu as, mettons, 15 uninkable, c'est tout des 5, 6, 7 costs. Mais là, le problème que tu risques d'avoir, c'est qu'en début de partie, tu te ramasses dans ta main avec 3 ou 4 uninkable, mais à 5, 6, 7. Fait que tu n'es pas capable de te rendre assez d'encre pour les jouer. C'est là que ton plan de match est complètement débalancé. Puis fait que c'est important justement d'avoir un bon ratio là, entre uninkable pas trop cher et uninkable cher. Parce que le meilleur exemple qu'on peut donner dans ce que tu racontes là, c'est le deck jaune-mauve Turbo Agro. On s'entend, il y a quand même 4 Maleficent non ancrables, il y a aussi des Pinocchio, il y a vraiment beaucoup de cartes non ancrables, mais la curve arrête à 5. Là, pour ceux qui connaissent peut-être moins la curve, c'est le nombre de mana où est-ce que ton deck se situe, puis il y a des decks, la plus grosse carte coûte 5. Donc à ce moment-là, c'est aussi moins pire, comme tu disais, GF, de mettre moins d'uninkable, de mettre plus d'uninkable parce qu'anyway, rendu à 5 mana,
normalement tu ancres plus, tu peux finir la game, puis normalement elle devrait être finie rapidement aussi, parce que c'est des decks aggro. Fait. Il y a beaucoup de nuances, mais je dirais que c'est un mélange de la curve de mana puis du pourcentage qu'il faut faire attention. Puis bleu-rouge peut tricher à cause des cartes, puis bleu-gris aussi d'ailleurs. Exact. Puis, quand on parle aussi de inking, je pense qu'il y a un processus aussi qui va changer énormément au cours de la game par rapport à où est-ce qu'on en est. Donc, on parlait de la curve, justement. Souvent, c'est quoi votre thought process, vous autres, quand vous commencez une game? Donc, vous avez, tu sais, le mulligan, souvent, va aller nous chercher beaucoup de cartes. On a la possibilité aussi d'aller en mettre plusieurs dans notre deck puis d'en repiger. Vous gardez un ratio de combien normalement? Dépendamment du deck, là, c'est sûr que ça va changer, mais gardez-vous des Unlinkable avant dans votre mulligan ou vous en gardez aucune? Ça dépend. Là. Moi, je joue vert gris. Fait que dans le vert gris, c'est sûr que tu veux peut-être des fois essayer de garder ton Diablo. Si jamais j'ai une main de Ursula puis j'ai une bonne curve dans ma Ursula chanteuse, je vais peut-être me garder un Let the Storm Rage On. Si je joue contre du aggro, pas beaucoup de points de vie, je peux chanter 2 fois, je peux tuer. Je suis sûr que dans le bleu, ben, t'aimerais ça garder ton jump ahead. Fait que ça, c'est un unlinkable. Mais la réalité, c'est que tu veux garder des choses qui t'aident à propulser ton plan de early game, si ça vaut la peine. Mais il y en a qui sont... Dans le premier set, le premier chapter puis le deuxième chapter, on pouvait être cocky parce qu'il n'y avait rien qui enlevait des affaires de ta main. Tu peux te garder un Breed Prepared, t'es comme, mon tour 7, là, c'est ça, j'y rentre dedans. Mais maintenant, oublie ça, tu gardes ça. Puis Tour 2 est et gagne. ta Breed Prepared, là. Tour 2 et gagne. Ouais. Fait que, la réalité, c'est que c'est une bonne stratégie d'en garder. Moi, si je peux en garder, ça va jamais dépasser plus que 1, puis 2 si jamais je suis vraiment certain de ma main. Mais juste parce que, admettons, Diablo, il est tour 3, puis comme Pat disait, les decks qui sont plus low to the ground au début, ben vu que ça te prend pas beaucoup d'encre la sortir, ben il y a beaucoup plus de risques que tu n'es pas pogné avec dans ta main rendu tour 3, tour 4 que late game. Là, fait que ça, c'est ma façon de penser un peu. Je vais un peu dans la même direction que toi, justement, Dan. Tu vois, moi, quand je joue mon deck Guéri Bleu, moi, je le joue avec le Mickey au lieu du One Jump Ahead. C'est un deck que j'ai rentré parce que, justement, je voulais me protéger du Guéri Bleu qui, trop souvent, va attaquer la main pour perdre le Guéri Vert, excuse, qui va attaquer ta main pour te faire discarder ton One Jump Ahead. Donc, je le joue avec le Mickey. Si je commence puis j'ai le Mickey dans mes mains, je vais regarder juste le Mickey comme un Inkable. Parce que je sais que là, ben, je suis correct. Mon plan de match est effectué parce que je veux, quand tu joues gris-bleu, tu veux commencer en partant avec tour 1, jouer un popsicle gris ou bleu. Tour 2, tu veux après ça mettre une présence sur le board dans ma version, sinon ça serait le One Jump Ahead. Puis tour 3, je vois que le Mickey. Fait que c'est quand même assez facile parce que c'est un deck qui rame tellement facilement puis qui a tellement de piges que même mal pris avec beaucoup d'Uninkable, tu peux t'en sortir. Mais dans le Mulligan, la seule que je garde, c'est le Mickey habituellement. Ouais, ça fait du sens. Il y avait beaucoup de trucs mentionnés, mais je pense que un des points importants aussi, c'est quand tu sais ton match-up versus quand tu le sais pas. Là, normalement, tout le monde devrait essayer d'avoir un plan de mulligan puis un plan de inking différent selon si tu connais l'adversaire, qu'est-ce qu'il joue ou pas. Généralement, quand tu le connais pas, faut que tu joues plus sécuritaire. Donc, tu sais, garder des cartes anti-aggro versus garder des cartes anti-contrôle, c'est un risque à prendre. Une fois que tu connais le match-up, tous les plans peuvent changer puis tu vas en créer des choses vraiment différentes. Un exemple que je peux donner, tu sais, je faisais beaucoup de miroirs rouge-bleu à Chicago, puis ça arrivait quand même souvent que je pouvais ne pas ancrer, mettons, un Tamato ou un Maleficent Dragon, parce que je savais que c'est une carte importante, puis qu'on allait se rendre jusqu'à 9 mana. Versus, si contre un aggro, tu ancres ça dès que tu peux, parce que tu te rendras probablement même pas au tour 9. De toute façon, si tu te rates, tu auras vraiment déjà gagné. Fait que de savoir le match-up, ça change beaucoup la donne dans qu'est-ce que tu vas ancrer. Puis ça, au niveau de garder des Uninkable, je pense que toutes celles qui donnent du ink, c'est quand même assez bon, surtout qui coûte pas cher. Puis l'autre chose aussi, c'est que le mulligan est vraiment généreux. Là, je le dis souvent à la ligue locale aux gens. Si tu mulligan juste 2 cartes, potentiellement que tu t'es pas assez agressif sur ton mulligan ou que tu as vraiment la main parfaite, en général, tu vas mulliganer plus que ça parce que le mulligan est généreux. À moins d'avoir plein d'Uninkable puis pas jouer bleu, là, ça peut rendre dangereux. Mais sinon, mulliganer beaucoup de cartes, c'est généralement bon. Ouais. Puis, selon vous, c'est quoi le concept? Si vous donnez un conseil à quelqu'un qui débute, comment bien inker ou quelle peut-être erreur les débutants font le plus souvent à les inker? Je peux commencer. Ben, on parle d'un débutant. Là. Ouais, commence. C'est quelqu'un qui veut commencer puis qui veut, il veut inker correctement puis qui veut apprendre à inker de bonne façon. Ce serait quoi vos conseils? Moi, j'ai la stratégie de base. Tu veux essayer d'avoir, comme ce qu'on disait, là, une curve. Fait que, est-ce que tu es capable de jouer quelque chose à chaque tour? Puis
Puis pour jouer ta curve, faut que techniquement, tu ancres de quoi à chaque tour. Fait que tu te dis, OK, est-ce que tu es capable de faire ça? Puis une autre stratégie d'encre que j'ai joué beaucoup quand j'ai commencé, puis quand tu deviens meilleur, c'est pas nécessairement une bonne stratégie, mais tu ancres normalement ta carte la plus dispendieuse en encre. Tu sais, comme, admettons, on parle de Maleficent Dragon, Tamatoa, puis tout ça. C'est sûr que avec du recul, avec les connaissances comme Pat, c'est sûr que c'est pas des cartes que tu veux ancrer, mais quand tu t'es débutant puis tu viens de commencer à jouer le jeu, tu te dis, c'est juste au tour 9, je peux jouer ça. Fait que je vais l'ancrer, puis là, je vais essayer de jouer mes cartes pour essayer de me rendre tour 1, jouer quelque chose, tour 2, tour 3, puis etc. À un débutant, c'est Yes. ça. Je pourrais rajouter là-dessus aussi, je sais pas les débutants ils viennent de quel jeu avant, mais il y a beaucoup d'autres jeux dans le monde digital qui nous conditionnent à avoir un nombre de mana qui augmente à chaque tour automatiquement sans ancrer rien, sans jouer de laine comme dans Magic. Et donc ça nous conditionne un peu à toujours jouer sur la curve, comme on dit. Si c'est une carte, tu peux la jouer, tu la joues parce que t'as aucune raison de la garder dans tes mains à part, mettons, il y a un board rat qui s'en vient. Mais dans l'Orcana, c'est différent parce que la carte, soit tu la joues, soit tu la mets dans l'angle, puis ça arrive quand même souvent qu'elle a plus de valeur d'aller dans l'angle que d'être sur le board. On peut se rappeler la saison 1 avec Rouge Mauve. Si tu jouais un one drop contre un autre Rouge Mauve, basically, tu n'as juste à perdre un mana pour toute la game parce que ton one drop, il fera rien. Ils ont arrangé ça, ils ont rendu ça plus simple avec la Madame Mine. Tu peux jouer un one drop, la bonne l'ancrer, mais il faut toujours se poser la question, est-ce que la carte a le plus de valeur sur le jeu que dans le Ink? Puis généralement, contre des aggros, les one drops sont peut-être pas si bons que ça à mettre tour 1 si t'as pas assez de follow-up. Fait un des conseils que je donnerais aux nouveaux joueurs, c'est quand ils ont leur main de départ, de voir qu'est-ce qu'ils veulent jouer tour 1, tour 2, tour 3, puis regarder les autres cartes comme mettant juste des mana, pas comme mettant une carte, juste comme ça va être un ink, tu planifies 3 tours d'avance pour être sûr d'arriver, parce que sinon, quand tu veux tout le temps être mana efficient, comme on dit, d'utiliser toutes tes mana puis de pas en flotter, ça fait en sorte que des fois tu joues trop de cartes, t'as plus de mana, puis il suffit qu'il y ait un grab le sword, puis t'as perdu. Fait quand garder, quand le mettre dans l'angle, quand jouer sur le board, tu vas évaluer l'impact, puis c'est ça, c'est plus difficile. C'est un peu plus facile qu'au jeu à cause qu'on peut les bonner puis les ancrer quand même, mais les autres decks, tu joues une carte, elle ira pas dans l'angle, fait que ça a le coup quand même. Oui, effectivement. Puis, c'est un des concepts de l'Orcana qui rend le jeu vraiment intéressant puis complexe aussi d'un côté parce que on parlait justement des autres jeux de TCG. Tous les jeux autres que l'Orcana ont des cartes qui représentent justement ces ressources-là. Donc, on parlait de Magic avec les lands, on parle de Pokémon avec Energy. L'Orcana, ta carte, ta ressource, c'est aussi une carte qui est playable, donc c'est ce qui rend le jeu intéressant puis beaucoup plus complexe quand on pousse un petit peu plus loin le côté compétitif que certains autres jeux. Il y a d'autres concepts que je voulais qu'on approche. On t'a parlé un petit peu, Pat, tantôt de ta carte va aller sur le board puis jamais elle va retourner dans le ink, sauf si tu joues du mauve. On a le concept de skipper l'encre aussi. Donc, si on n'arrive pas à inker un tour ou juste qu'on a atteint over-inking qu'on appelle, là, il y a beaucoup de gens qui pensent justement qu'ils sont conditionnés qu'à chaque tour, il faut quasiment que tu ink. C'est quoi l'impact vous croyez que ça a sur une game de over-ink ou de skipper de l'encre des fois sur un tour qu'on peut pas nécessairement mettre? Je sais pas, Jeff, c'est un... Moi, pour ma part, j'ai pas joué souvent des decks aggro à low curve. Fait que le fait de ne pas ancrer à chaque tour, habituellement, moi, j'essaie d'ancrer minimum jusqu'à 5 ou 6. Mon deck bleu-vert que je vais parler tantôt, c'est ça, c'est une curve à 5 ou à 6. Fait qu'après ça, tu arrêtes d'ancrer parce que tu n'as pas assez de ressources pour avoir cette carte dans tes mains pour en sacrifier. Mais moi, j'ai pour mon dire que si tu n'ancres pas un tour habituellement, ça va faire switcher un petit peu le momentum, le tempo va changer parce que tu vas comme prendre du recul. À moins que ça soit vraiment une situation où tu as une carte que tu sais qui est tellement forte dans tes mains. Mettons exemple, que tu commences à être short en encre, puis là, tu serais rendu tour 4, tu as un Popsicle puis un Irem, puis tu n'as rien d'autre, ben là, peut-être que je vais me dire que je vais inker, je vais jouer le Popsicle, puis je vais regarder le Irem dans mes mains pour être sûr le tour d'après de le popper, mais tu sais, c'est des situations vraiment particulières. Sinon, moi, j'essaie de toujours monter jusqu'à mon plan de match. Mon plan de match, il est 5 ou 6 encres. Tant que je suis pas là, j'essaie de monter parce que je trouve que tu perds trop, tu prends du recul, puis ton adversaire va jouer des grosses cartes avant toi. Ça, c'est mon impression. Là. Dan, t'as pas l'air tout à fait d'accord. Ouais, moi, Dan, je suis un peu so-so avec ça, surtout dans une metagame comme avec du vert. Comme moi, souvent, ce que je vais dire, c'est, mettons, il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de misère contre le vert gris, là, du moins qui jouent moins souvent, puis ils sont pas habitués de se faire déranger leurs mains. Là. Des fois, tu veux skipper ton ancre aussi juste pour protéger une carte de ta main. Là. Comme juste pour dire moi j'ai ces 2 cartes-là. Je pourrais ancrer, mais je sais que le prochain tour, je perds la carte qui est dans ma main. Ou
il y a du monde qui joue leur ligne de jeu très agressif, comme Fishbone, sont comme stickés sur comme tour 3, moi je joue Fishbone, puis j'ancre de quoi, puis tu joues contre du vert, tu vas diminuer ton hand size, tu pourras pas jouer, tu sais, fait que je te dirais qu'en général, JF, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu sais, où est-ce que tu t'en vas, tu veux essayer de jouer ton plan de match, puis tu sais que ton plan de match il arrête à 50, puis tu veux te rendre à 50, puis tu es safe de jouer de même. Mais il y a beaucoup de circonstances, surtout dans une metagame de vert, où est-ce que tu veux garder le plus de cartes possible dans ta main pour protéger tes ressources, dans le fond. Ta main, tes cartes étant une ressource. T'sais. Fait que, je sais pas, Pat, C'est clair, c'est exactement ce que tu dis, ça je suis d'accord, je l'ai même vécu hier à mon tournoi, c'est que des fois tu arrives quand tu sais que tu vas te faire discarter, ça c'est une autre histoire parce que la circonstance change. Fait que c'est arrivé des fois que les deux affaires que tu as dit là, que j'ai une carte en main seulement, puis je peux pas la jouer, je vais l'ancrer parce que je sais que je vais m'en faire discarter le tour d'après, c'est quasiment sûr, fait que tant qu'à ça, tu mets l'ancrer, ou l'inverse, que j'ai deux cartes, il y en a une que je veux garder, ben je vais pas ancrer parce que je sais que je vais en discarter une, puis je vais garder l'autre, l'autre pour le tour d'après. Fait que dans le fond, oui, c'est sûr, mais en dehors des circonstances de la discarte... qui est une grosse circonstance, par contre, parce que c'est huge dans la metagame en ce moment. Fait que... c'est ça que j'allais ajouter, Dan. J'allais dire la même chose. C'est le jeu contre vert, ça te force à ancrer pour pas la perdre ou de garder des cartes pour pas perdre la carte que tu veux. Un peu comme quand on avait la méthode de Truman, tu laissais un one-drop sur le jeu toute la game pour protéger tes autres plus grosses cartes. Là, c'est la même chose. Là, c'est une carte moins bonne dans ta main pour te protéger d'un discard. Le danger, c'est que des fois, il peut en faire discarter plus qu'une avec des chances de mais sinon, c'est un bon plan. La carte qui fait gagner la game, faut que tu la protèges dans ta main. Ouais, c'est ça, tu disais, la metagame avec Griver aussi peut être dangereuse pour ta main énormément. Là, on voit la Ursula de plus en plus qui drop 3 avec un Floodborn qui est joué le même tour puis un Sudden Chill qui est chanté 2 fois. Tu viens de perdre quasiment 3 cartes de ta main. Là, fait que c'est énorme. Fait que, c'est sûr. Ouais. Puis quand tu joues contre du vert gris, de même, puis tu as 2 cartes dans les mains, ben, en gardant tes 2 cartes, s'il est capable de t'en faire discarter 2, ben, tu as quand même bien joué parce que tu as protégé celle que tu voulais, puis tu as gardé une que tu n'aimais pas tant. Versus quand tu joues contre une autre couleur, c'est comme tu peux pas vraiment contrôler qu'est-ce qui va t'arriver, mais tu dis, ce sera toujours le bon play de te dire, ben, je protège celle-là, ou si je sais que une de mes cartes c'est Be Prepared, j'ai 7 angles, je vais garder une autre carte dans mes mains juste pour dire comme, ben, si je m'ai fait discard, ben, je joue Be Prepared le prochain tour, puis tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas tout le temps ça le plan. Ouais, exact. Good. Je sais pas si on avait un petit peu plus à ajouter sur le inking. Je trouve ça intéressant, vu que la question c'était comment inker pour un débutant, mais le fait que Bucky est très méta, ça rend le inking vraiment plus complexe qu'avant. Avant, c'était vraiment essayer de jamais skipper, sauf si t'es rendu à la fin de ta curve, mais là, avec Bucky, il y a beaucoup plus de nuances, donc tu sais, je dirais le conseil, c'est quand même de pratiquer contre toutes les decks méta, puis on va voir la différence d'avoir inké ou pas. Surtout quand tu joues entre amis, tu peux rollbacker. Comme, mettons que j'avais pas inké, t'aurais pas réussi à m'enlever cette carte-là, j'aurais fait ça, tu peux faire des rollbacks, puis voir l'impact d'avoir inké ou pas, qui est des fois très subtil, mais qu'avec du recul, tu peux te rendre compte que ça avait beaucoup d'impact. Puis un des conseils aussi, si vous pouvez, c'est plus difficile en personne, mais je le faisais très souvent digital, là, enregistrer vos games, puis les réécouter, puis voir où est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle des misplays. Des fois, ça peut être ancrer une carte qu'il fallait pas, qui était le misplay qui coûte la game, donc c'est bon de prendre du recul pour regarder nos parties. Surtout celles qu'on perd, mais aussi celles qu'on gagne. Ouais, très bon conseil, ça. Yes. La prochaine question qu'on a vient de Big Papa qui demande pourquoi le deck jaune-vert Songs ne fonctionne pas. Donc, on parle ici du Amber Emerald Songs avec Ariel Under the Sea, si je ne me trompe pas. Puis, Dan, je ne sais pas de ton côté, tu avais regardé un petit peu. Ouais, je sais pas si pas fonctionner, ce serait le mot que j'utilise. C'est comme c'est pas un des 4 decks méta, c'est sûr. Mais la réalité, c'est que comme tu as du bon placement quand même. Le 22 juin, là, on a eu un tournoi 51 joueurs, ça finit 2e. Le 23 juin, on a eu un autre tournoi, il a fini 13e, 108 joueurs. Fait que c'est un bon deck, c'est juste pas parmi la catégorie tiers 1 ou tiers S là, que vous voulez nommer. Je pense que la base du deck, il y a beaucoup de chansons. Il y a l'aspect contrôle où est-ce que tu veux jouer ta Kida, shifter ta Kida, chanter Under the Sea, qui est une chanson qui retourne tous les personnages adverses qui ont 2 attaques et moins en dessous du deck ou dans le deck en dessous du deck du joueur.
Fait que ça te donne cette espèce de board control-là, puis ça te garde un espèce de contrôle, un hand control qu'on appelle, avec toutes les cartes qui discardent. Tu as Ursula, tu as le comeback d'une vieille carte là, qui s'appelle You Have Forgotten Me. Fait que c'est sûr que c'est une carte qui était très chiante à jouer contre dans le chapter 1. Là. Ça fait en fait que ça t'enlève l'ancêtre de Bucky. Ouais, c'est ça, l'ancêtre. Fait que je te dirais qu'avec Bare Necessities, l'essence du deck est quand même de discarder des cartes, mais de contrôler le board grâce à Kida puis Under the Sea. C'est juste que, selon moi, la mécanique de discard est beaucoup plus lente que la mécanique de discard de Gris-Vert, ce qui fait que ce deck-là, il est moins fort puis moins représenté. Gris-Vert, tu n'as pas vraiment besoin de faire quelque chose. Dès que tu as un Bucky puis tu mets des Floodborn, tu enchaînes des Floodborn, ça va te discarder. Puis l'Orcana, en ce moment, il y a je ne veux pas dire des problèmes, mais c'est difficile avec des combos deck un peu. Tu sais, comme deck, il faut que tu ailles Kida, tu shifts dans ta Kida, tu joues Under the Sea, tu balances tout en bas, ou tu joues Painting the Roses Red, qui est une carte que tu choisis 2 caractères, ils ont moins d'un d'attaque, donc ils peuvent descendre leur attaque à 2, puis là, tu peux chanter Under the Sea pour faire le board control. Mais la réalité, c'est que c'est un peu lent parce que ça prend plusieurs pièces, plusieurs cartes pour pouvoir faire ça, tandis que des decks sont beaucoup plus rapides pour faire ce genre d'effet-là, puis je pense à Gris-Vert. Je sais pas si, Pat, toi, ton impression, je sais que tu l'as joué un peu. Je l'ai pas joué à Chicago, même si le stream, c'est ce qu'il disait, mais je l'ai joué beaucoup avant que Pixelborn décède. Puis, tu sais, c'est quand même un deck qui a vraiment beaucoup de potentiel. Là. Je regardais mes stats, je pense que j'avais comme 90% de win contre Rouge-Bleu. Le défi, c'était vraiment à Valkyrie, que c'était plus 50-50, de savoir si je réussis à jouer Under the Sea ou s'il me l'enlève avec Ursula, la game se jouait pas mal là. C'est pour cette raison-là aussi que j'ai rajouté 2 Lady Tremaine dedans. Là. C'est une carte à 6 qui ramène une action du Graveyard. Donc, si je peux chanter Under the Sea, je peux top deck ou jouer au tour 6 de Lady Tremaine, la ramener puis le chanter quand même. Fait que ça l'aide vraiment parce que Under the Sea, c'est les premières cibles des Ursula qui coûtent 2. Fait que non, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. J'ai pas eu le temps d'optimiser assez pour être confiant de jouer dans un gros tournoi, mais je pense qu'il y a du potentiel. Puis une petite anecdote, parenthèse, j'ai réussi à gagner contre un rouge-bleu en le deckant, en le bilan, en bon français, parce que j'avais réussi à tuer toutes les cartes de son deck au complet. Fait qu'il y avait plus de cartes, mais il m'en restait une, puis j'ai gagné comme ça. C'était toute qu'une game. En fait, le secret, c'est la récursion de We Don't Talk About Bruno, que j'ai dû jouer genre 24 fois dans le même game. Fait j'ai tué toutes ses ressources, puis j'ai pété ses dimes, puis ça a juste été la game la plus longue de l'univers. C'est peut-être pas une bonne idée en tournoi parce que ça va time out, mais c'est quand même drôle d'avoir gagné contre Rouge-Bleu en ayant enlevé toutes ses cartes sans jouer au New World. C'était une belle expérience. Tu gagnes le 2-3, il y a beaucoup de versions de vert jaune. Il y en a qui sont plus agressifs, il y en a qui ont des Diablos, pas de Diablo, mais la grosse différence avec vert gris, c'est vraiment le Prince John qui fait que tu piges quand tu fais discarter l'autre joueur. Donc, Prince John tour 3 suivi de Have You Forgotten Me tour 4 contre Rouge-Bleu, c'est vraiment très, très, très fort. Puis après ça, Lady Tremaine que tu peux bonner de mieux, c'est juste un petit combo que j'ai aimé à racheter dans le deck qui n'était pas là à la base. Mais non, il est vraiment le fun à jouer. Puis aussi, il y a tellement de chansons, puis quand tu peux les ramener du Graveyard, c'est comme si tu avais 2 mains. Bref, j'ai beaucoup de plaisir avec le deck là. Je suis juste pas sûr qu'il est top tier comme on dit, mais au moins, une des forces qu'il y a, c'est que il est rare, personne ne joue vraiment contre. Donc, ça a l'effet surprise. Les gens ne savent pas non plus comment jouer contre nécessairement parce qu'on le voit pas souvent. Ça, c'est un avantage à prendre en considération aussi qui est super. Ouais, c'est ça. Tu sais, de jouer un deck, puis Jeff, t'es un spécialiste là-dedans, là, de jouer des decks un peu moins connus, off-meta, pour justement l'effet de surprise, mais souvent, sur ta deuxième game, t'as plus cet effet-là de surprise. Puis quand tu vas dans des gros tournois où est-ce que les decklists sont un petit peu plus faciles à trouver, puis ils deviennent publics pour Day 2, t'as plus cet effet-là, puis les gens vont savoir comment jouer contre toi. Ouais, exactement, c'est un bon point que t'apportes. Ouais, puis tu vois beaucoup de decks, là, comme les 2 decks que je viens de nommer, là, qui ont classé quand même haut dans des bons tournois, là, 100 puis 50 joueurs. Eux, ils jouent 2 Lucifer, ils jouent Creaky aussi, puis comme Pat disait, 4 Muse, vu que tu as tellement de chansons, Muse qui permet de retourner un character qui a 2 d'attaque ou moins à chaque fois que tu joues une chanson, puis Hayward. Fait que c'est quand même cool. Puis oui, il y a une façon plus budget de jouer avec... on parle de Diablo. Je pense que Diablo, c'est la carte la plus chère là-dedans, si je me trompe pas. Puis ouais, c'est ça. Après ça, c'est Kida. Puis Kida, c'est pas tant cher. Puis ouais, c'est ça. Fait que c'est juste un bon deck, comme vous dites, qui va surprendre. Puis je pense qu'on n'a pas fini de le voir. Là. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer à grandir. Je dirais aussi que pour côté budget, Diablo, c'est vraiment pas la carte la plus importante du deck. Là. Je l'ai joué longtemps sans Diablo parce que aux 3 mana, t'as Prince John, Periel qui sont déjà ultra importants. Donc, d'en rajouter d'autres, plus un Inkable,
Diablo, il est bon. Je pense que c'est bon d'avoir au moins 2, mais j'ai joué longtemps avec 0. Puis ça fonctionnait quand même assez bien. Tant que tu trouves le price, John, parce que c'est la seule façon de piger. Yes. Ouais. Good. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Big Papa. On va parler du circuit des princesses. GF, tu as eu la chance d'attendre un en fin de semaine. Pat, as-tu été à un? Je sais que tu as fait les 2 derniers, je pense. Ceux qui c'est dans la saison, je suis pas allé parce que j'essaie d'économiser mon temps d'aller juste dans les plus gros tournois, donc vous allez me voir plus dans les Store Championships. Mais non, c'est vraiment, pour ceux que j'ai fait, c'est vraiment une belle expérience. Puis j'encourage tout le monde à y aller, c'est une bonne façon d'apprendre le jeu dans un contexte Ouais. un peu moins compétitif que les 7 Championships, mais quand même assez pour que les joueurs appliquent les règles et qu'ils soient compétitifs de certaine façon. Nice. Fait que GF, je sais pas si tu veux nous parler, toi, du circuit des princesses. Bien sûr. Ben oui, ben, pour commencer, ben, en fait, on avait 2 tournois du circuit des princesses. On avait samedi le 29 juin au Griffon à Sherbrooke. Il y avait 26 joueurs. Ceci étant dit, je tiens à remercier Alexandro, qui était notre invité il y a 2 semaines, qui m'a donné justement les résultats et les statistiques de ce tournoi-là. Donc, sur 26 joueurs, c'est Clara Cyr qui a remporté en jouant rouge-jaune. Puis c'est pas un bit avec Mufasa. Ça fait quand même plusieurs tournois que je l'affronte ou que je la vois dans les tournois. Puis elle joue pas mal tout le temps rouge-jaune. Ça semble être pas mal sa combinaison de couleurs fétiche. Puis elle a joué un build plus avec les flints, avec des gros personnages, dans le but de mettre la pression. Puis j'ai pas sa decklist, mais bref, elle a remporté la version à Sherbrooke, plutôt, le tournoi de Sherbrooke. Félicitations, Clara. Dans le top 8, on a eu 3 rouges mauves, 2 blue steel, un vert mauve, un rouge jaune, Clara, et un green steel. Puis dimanche, le 30 juin, au tome 2 à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'étais présent. On était 25 joueurs encore une fois. Fait que c'est quand même, pour un long week-end comme ça, un week-end de 3 jours, 26 joueurs et 25 joueurs, c'est quand même des bons chiffres. Fait que c'est très intéressant. Au tome 2, on a eu un split en finale. Je pense que les 2 joueurs étaient fatigués, tannés. Donc, Nicolas Bellan en vert mauve et Philippe Asselin en green steel se sont partagés le premier prix. Dans le top 8, on a eu 2 blue steel, 2 green steel, un rouge mauve, un rouge bleu, un mauve jaune et un vert mauve. Donc, excusez-moi, mes commentaires là-dessus, ben, j'ai aimé qu'il y avait beaucoup de diversité. C'est quelque chose que j'ai remarqué en fin de semaine. Je ne sais pas si soit parce que c'est sûr que le gros deck gris-vert coûte cher à jouer. Fait que c'est pas tout le monde qui a les moyens et tout de le jouer. Fait que je ne sais pas si c'est une des raisons dans les tournois intermédiaires, on va dire, là, qu'il n'y en ait pas tant que ça, ou c'est juste que le monde veut essayer des choses différentes, ou tech tellement contre ce deck-là qu'il y en a moins. Mais hier, sur 25 joueurs, il y avait à peu près 6 ou 7 joueurs qui le jouaient seulement. Puis Drew m'a dit que samedi, il y avait à peu près 3 ou 4 joueurs sur 26 qui jouaient Green Steel. Fait que ça, c'est le fun. Beaucoup de decks différents. Quelque chose que j'ai trouvé le fun aussi, c'est que j'ai quand même rencontré plusieurs nouveaux joueurs. Il y a 2-3 personnes à qui j'ai parlé qui me disaient que c'était leur premier tournoi, qui avaient commencé à jouer avec l'Orcana avec leurs amis il n'y a pas très longtemps. Puis c'était leur première expérience. Fait que c'est le fun parce que malgré la mort de Pixelborn, on a quand même une scène qui continue à grandir. On a des nouveaux joueurs qui se présentent, puis qui essayent, puis qui ont du plaisir. Puis pour ça, ben, je tiens à féliciter tous ceux que c'est leur premier tournoi, puis j'espère qu'on va vous revoir dans ces événements-là. Pour ma part, ce tournoi-là, je vais le dire comme je vais le dire, je m'attendais à être pas mal plus fatigué dimanche parce que j'avais de quoi samedi. Fait que je m'étais dit, je vais plutôt jouer un deck pour le plaisir. Je me disais que je serais pas assez concentré. Fait que je vais aller jouer avec un deck, un petit affaire off-meta. J'ai joué un deck rouge-bleu location avec les Jim Hawkins. Je l'ai peaufiné quand même un petit peu avant le tournoi, mais j'avais pas énormément de pratique. Ça a quand même bien été, mais mon problème que j'ai eu, c'est que j'ai affronté 3 des 6-7 Green Steel. Fait que j'ai fini 2-3. J'ai réussi à en abattre un. J'ai perdu mon autre partie contre un rouge mauve qui n'était pas un bon match-up pour moi. J'ai remporté mes 2 autres parties. Donc, j'ai fait 2-3 avec ce tournoi-là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Le monde, comme d'habitude, très sympathique. Petite note que j'ai vue aussi, c'est que j'ai vu beaucoup de monde qui pratiquait les petits trucs qu'on a donnés le premier tournoi. Les trucs de garder leur encre ouverte pour que ton adversaire puisse voir si tu n'en ou pas, puis toi aussi comme reminder. Le monde qui écrivait, du monde qui me disait c'est la première fois que j'écris avec sur papier mes points pour les calculer et tout. Fait que le monde, il essayait de pratiquer leurs bonnes habitudes de tournoi, je pense, en prévision des 7 championships. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui vont aller, veut pas, à Toronto. Fait qu'ils commencent à se pratiquer,
à mettre en application les petits trucs qu'on a donnés, mais qui sont tout simplement des trucs de base à mettre en tournoi. Fait que bonne organisation, merci au Tome 2 pour cela, puis c'est ça. Beau tournoi, ben du Puis plaisir. on a parlé là, des prochains DLC puis des Store Championship. Avant qu'on passe avec la liste, j'aimerais ça peut-être, Pat, je sais que tu as été à Chicago. Je sais pas si tu étais à Atlanta. Non. Non, tu n'avais pas eu de billet, hein, je pense. Non, c'est ça. J'étais à le même tournoi qu'Alexandrou, puis on a regardé, puis là, les billets étaient sold out, mais je me suis comme même pas mis ça à les attendre, parce que je savais que j'allais pas toutes les faire, j'aurais aimé ça peut-être y aller, mais tu sais, j'avais hâte d'avoir les nouvelles cartes. Avec du recul, j'aurais mieux joué dans le 7-3 que dans le 7-4, mais bon, ça on le savait pas d'avance, fait que j'ai juste été à Chicago à date, puis Toronto éventuellement. Ben c'est ça. En fait, tu nous parles de Chicago. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ton expérience? Tu as fini top 16, c'est pas rien. Fait que peut-être nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, ton expérience Chicago, puis... Ça s'est vraiment bien passé. En fait, c'est mon premier gros tournoi en personne. J'en ai fait beaucoup des gros sur des jeux digitales avec des milliers de joueurs, mais en personne, c'est mon premier. Fait que c'est vraiment une ambiance très différente que d'être tout seul chez vous, dans le sous-sol, devant l'ordi. On arrive là à l'hôtel le vendredi, il y a des tables, il y a des restos pour l'hôtel, etc. Mais il y a du monde qui joue partout. C'est même pas qu'on a commencé, tout le monde joue jusqu'à 11h du soir. Peut-être tuner le deck dernière minute, pratiquer des trucs, parce que on peut se mettre le deck jusqu'à genre 2 heures avant le matin même du tournoi. Donc les gens peuvent encore changer d'idée le vendredi soir. Donc ça, c'était quand même beau à voir. Jamais vu autant de joueurs jouer de façon pas officielle, genre plus casual dans un même endroit avant un gros tournoi. Puis après ça, l'organisation était vraiment mieux. C'est un peu pour ça que je suis content quand même d'être allé à Chicago, parce qu'ils ont peut-être s'améliorer beaucoup avec Atlanta. Tu sais, les Melee moins buggés parce qu'il y avait moins de gros tournois en même temps sur le site. Après ça, tout était organisé. C'était vraiment facile d'aller trouver sa table, de ressortir quand ta game était finie et attendre le prochain round. Donc pour vrai, l'organisation, ça a été vraiment bien. Puis c'est pas trop bruyant, je pense que les gens savent qu'il ne faut pas déranger le monde. Fait que quand ils ont fini leur game, ils sortent, continuent de parler à l'extérieur ou de rester où les tables. Fait que ça c'est bien. Puis il n'y a pas beaucoup vraiment de scouting non plus. Ça, on voit ça un peu plus dans les plus petits tournois. Là, des gens qui regardent à peu près tout ce qui se passe partout. Là. C'est tellement gros que ça sert à rien de faire le tour des tables, essayer de voir qui joue quoi, de retenir les faces avec les couleurs de tout le monde. Fait que les gens font juste sortir, puis continuent de jaser, parler de leur game, puis attendre le prochain match. J'ai pas été sur le time, c'est une affaire qui me stressait un peu avec rouge-bleu. Ça a bien été, les gens jouent quand même assez vite. Je pense que la plupart des gens ont joué assez, qui connaissent bien les règles, fait que c'est quand même assez fluide. Pas besoin de poser des questions sur les cartes ou quoi que ce soit. Un petit truc par contre qui est intéressant, là, ils font des deck checks, c'est quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde, donc je peux te faire ma petite parenthèse conseil pour aller à Toronto, pour ceux que ça implique. Là. Amenez-vous une boîte de sleeves neuves au complet au cas où, parce que je peux donner ma petite péripétie. Là. Day one, dans les rondes suisses, ils m'ont fait un deck check, mais je pense qu'ils ont juste checké que la liste fitait avec ce que j'ai assumpté, fait qu'ils ont pris mon deck, ils nous ont donné 5 minutes extension, c'était genre aux rondes 5 ou 6 du Suisse, en best of two. Puis ils sont revenus dire que tout est beau, puis l'autre personne, lui, il avait peut-être une sleeve, il fallait qu'il change. Puis là, ben, il te le ramène, tout en ordre, 4-4-4-4-4. Fait que là, évidemment, il faut vraiment que tu le brasses beaucoup, sinon tu vas piger 4 fois la même carte non-stop. Fait que là, on brasse pendant quasiment 5-10 minutes, c'est juste pour être sûr que tout est beau. Puis là, on commence à jouer, on finit la game dans le tap, on avait un time extension, ça c'était correct. Mais tu sais, ils n'ont rien dit au day one sur mes sleeves. Par contre, day 2, quand tu fais le top 64, faut que tu laisses ton deck dans un genre de ziploc avec ta decklist dans une pièce avec tous les jeux, ils sont comme peut-être 8-10. Puis là, ils regardent tous les decks un par un, mais là, ils regardent pas juste que le deck fit avec la liste, ils regardent aussi toutes les sleeves une par une. Donc là, je reçois un message sur mon téléphone, je dis, hey, j'ai un message vocal, je réponds, oui, viens voir la salle des juges. Là, je suis comme, oh shit, ok, là, je suis repassé à ma tête, faut que j'aille là. Puis là, la personne fait comme, allô. Finalement, c'était pas un message enregistré, il était vraiment en train de me parler au téléphone. Je dis, ok, oui, j'arrive tout de suite. Mais tu sais, il restait littéralement comme 5-10 minutes avant que le round de top 64 commence. J'arrive là, la juge, elle me dit, faudrait que tu changes tes sleeves, ils sont trop usés. Parce que je jouais rouge-bleu, puis j'ai des cartes 17-1, 2, 3 et 4 dedans. Puis les cartes 17-1, leurs sleeves sont plus usés que les cartes 17-4, parce qu'ils ont été slevés au même moment que je les ai reçus, les cartes. Donc là, je sleeve 44, j'ai slevé 44. Là, elle a mis les 40 cartes avec les 20 autres, mais là, les 20 autres étaient pas trop scrap, mais c'était pas la même boîte de sleeve, donc ils lookaient pas pareil. Fait que finalement, il a fallu que je sleeve les 64. J'ai été chanceux parce que j'avais juste amené 61 sleeves de surplus par hasard. C'est de la place dans ma boîte. Sinon, au moins, il y a des places pour en acheter sur place. Là. Il y a des vendors. Donc, ouais, ça ajoute un peu de stress pour rien de devoir sleever un deck dernière minute. Fait que pour Toronto, je conseille à tout le monde de sleever votre deck avec 60 sleeves neufs et amenez-en aussi 60 de plus au cas où, tu sais, qui se brise pendant les 9 rondes suisses. Là. Dépendamment de comment vous manipulez vos cartes, des fois, ça peut s'user vite. Fait que ça, c'était une belle péripétie. Puis en plus, ça se termine pas là. Rendu au premier game de match de tournoi top 64, je m'assieds devant mon adversaire. Puis j'ai des sleeves neufs double sleevés. On sait tout ce que ça fait. Là. Ils sont bien plein d'air. Fait que le deck est genre haut de même.
Là, on brasse, il brasse. Après ça, je coupe le deck, je coupe son deck, il coupe mon deck. Là, je le mets sur ma table, mais tu sais, il est comme haut de même. Puis je suis comme, je vais enlever l'air. Là, je pèse dessus, puis en pesant dessus, toutes les moitiés des cartes sont toutes tombées à terre. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y avait 3 juges de Ravensburger qui sont là à genoux à ramasser mes cartes. Je me sentais vraiment mal. Puis là, en plus, ça venait de commencer. Je suis comme, shit. Là, il me redonne mon deck. Là, il dit, là, il faut falloir que tu comptes. Là, je compte, il y en a 60. Là, je check, il y en a à l'envers, à l'endroit. Ça fait tout, je les replace. Fait que, j'ai comme commencé le match en 5-6 minutes en retard minimum. Puis là, j'avais des sleeves ultra glissantes. J'étais rendu habitué que mes sleeves usés, que ça reste bien même. Puis ça glisse. Fait que, faut se lever son deck avec du neuf. Faut faire attention parce que c'est vraiment très glissant. Mais sinon, ça. Peut-être de se lever la veille, puis. Ouais, jouer un peu peut-être en casual la veille, puis peser dessus en masse pour enlever l'air avant et non pas pendant un match. J'avais pas trop eu le temps, fait que c'est mon excuse, mais en même temps, bon. Maintenant que je le sais, je vais juste lever mon deck que je joue la veille avec du 9, puis ça va être réglé. Fait un point à se rappeler. Puis ça, rendu top 64, c'est quand même vraiment cool. Là. Il y a comme une autre section, tu t'es en plus un autre endroit, c'est pas la même salle, parce que la même salle est tellement grande qu'ils font plus les side events à cette place-là. Puis là, t'arrives là, t'as encore une fois les discussions, blablabla. Puis l'affaire importante aussi, un autre conseil que je peux donner, c'est pour les gens qui vont se rendre au top 64, de pas regarder les decks de tout le monde puis de trop focusser sur le futur. T'sais, ils sortent la decklist, une decklist publique, mais ils sortent aussi la braquette, puis tu peux voir contre qui tu joues. Moi, ce que je faisais, je regardais juste le deck de mon adversaire. Si vraiment j'avais beaucoup de temps libre, je regardais le deck potentiel de mes 2 autres prochains adversaires dans le bracket, voir lequel je peux jouer contre, mais regarder tous les decks tout le monde, ça fait juste comme créer un certain stress. Alors, je vais peut-être jouer contre Bucky, je vais peut-être jouer contre Rouge-Bleu, je vais pas jouer contre ça. Ça fait que tu penses à autre chose. Vraiment focusser juste sur le prochain match. Je regardais son decklist vraiment attentivement, puis quand on commençait la game, je le connaissais par cœur, son decklist. Puis en plus, même si t'as pas trop le temps de le regarder, les règles, c'est que tu t'assieds à ta place parce que tu as ton beau sac Ziploc avec ta liste. Tu l'ouvres, puis tu donnes la liste à l'autre joueur, puis l'autre joueur donne ta liste, puis tu as 5 minutes pour le regarder. Fait que même si tu arrives serré, tu as quand même toujours un petit 5 minutes pour le regarder. Connaître la decklist de l'adversaire, c'est vraiment fort. Savoir il y a combien de cartes que j'appelle des cartes tech, mettons, qui détruisent des items ou le nombre de be prepared, comme ça, tu peux les compter quand on est rendu dans le game. Super important de connaître le deck d'adversaire. C'est pour ça que je dirais, mon conseil, c'est de focuser juste sur le prochain match pour vraiment être à fond là-dedans, puis pas penser au prochain match que si tu gagnes, peut-être, tu vas jouer contre, puis ça te stresse. Juste l'instant présent, une étape à la fois. Surtout pour les prix aussi, de pas regarder la Mickey en or, regarder juste comme le prochain qui là, je joue pour ça, ça se passe, puis aller one step, sinon ça vient paniquer. Il y a tellement de decks différents dans Top 64 que il y a ce que j'appelle la chance du bracket. Tu peux tomber contre des decks de la difficulté contre ou tomber contre des bons decks, comme le joueur qui avait joué Mufasa Mauve à Atlanta. Je pense qu'il y a eu un bon lock de bracket pour éviter les decks qui ont de la faiblesse puis jouer contre du rouge mauve qui était son meilleur match-up. Il y a ça aussi qui rentre là-dedans. Faut bien jouer, il faut avoir un peu de chance sur les match-ups puis rester toujours compose, comme on dit, parce que c'est ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, puis au moins il y a plus de temps aussi, là. Ça c'est le bout que je suis plus sûr par cœur, là. Genre top 64 à top 16, t'as du temps, mais t'en as vraiment beaucoup, parce que ça redevient en best of 3, puis après ça, il n'y a plus de temps. Fait que c'est... Puis la game que j'ai perdu en top 16, on s'est rendu sur le temps, mais il gagnait à son tour la game 3, puis à mon tour, je le gagnais, fait que c'était ultra serré. Le jeu, j'ai dit comme, moi, là, je sais que les calculs sont compliqués, mais il faudrait que tu joues, mais je suis comme, je sais, là, c'est genre, soit je joue ça, puis je gagne le prochain tour s'il n'y a pas Tamato, ou soit je passe, je joue ça, puis fait que ça, il y avait Tamato et gagne, il l'avait pas, je gagnais, fait que ça a été ultra serré. C'est la seule fois que je suis arrivé sur le temps, puis ça finissait dans le prochain tour, fait que les 5 tours actifs, ça n'aurait pas fait de grande différence. C'est quand même une belle expérience. Puis l'autre truc aussi, c'est long. Là. On a parlé des fois, les joueurs veulent splitter dans les tournois plus petits parce qu'ils sont un peu épuisés de leur journée, mais là, c'est vraiment plus long. Là. À la fin de la deuxième journée, j'ai fini le top 16, j'étais allé dans les side events, j'ai fait un autre petit tournoi de construit qui a un deck différent. J'ai joué Bucky 14 parce que j'étais tanné de jouer rouge-bleu. J'ai gagné première place à une coupe d'étiquette, puis là, je jouais pas super bien. Là, j'avais la tête en feu. Là, j'étais comme un peu zombie. Fait que ça prend une bonne nuit de sommeil, puis essayer de donner peut-être des trucs de l'énergie, des petits snacks. Surtout si tu joues des decks plus contrôle. Là, des fois, t'as faim, puis t'as comme pas beaucoup de temps entre les matchs. Il y a eu une pause dîner à Chicago. Ça, je sais pas si c'est constant, s'ils font tout le temps ou pas, mais 9 best of 2, c'est quand même long. Heureusement, avant la fin, j'ai eu l'occasion de faire des International Draw ID. Vu que j'avais c'était un peu risqué de le faire par contre, là, mais on a fait des ID, fait que j'ai pas joué mon round 8 et 9. Ça a permis d'avoir du temps pour se reposer, mais si tu n'as pas l'occasion de faire des ID, 9 rounds, c'est long quand même. Prendre ça en considération. Ça peut aussi peut-être impacter le deck qu'on joue. Là. Il y a des decks
peut-être demande un peu plus d'énergie cérébrale à jouer si vous voulez pas avoir mal à la tête à la fin de la journée, en train de prendre des decks et vous êtes vraiment à l'aise, que ça, ou vous l'avez tellement joué souvent que c'est autopilot, là, ça c'est des bons choix. L'autre chose aussi, je parle beaucoup. Non, mais c'est ça. L'autre chose aussi, je dirais, c'est bon. C'est L'autre pour ça chose que t'es aussi, là. je dirais, c'est la préparation. Là, je peux plus le faire autant, puis ça me rend triste, tout ça. Mais avant Chicago, là, quand le 7-4 est sorti, j'ai eu, je pense, c'était 2 semaines ou 3 semaines avant que Chicago ait lieu, puis qu'il était disponible sur Pixelborn. Ben, je pense que j'ai joué un total de 450 games sur Pixelborn avant Chicago. Fait que, tu sais, j'arrivais là quand même assez confiant. J'avais mes lignes contre toutes les match-ups possibles. J'avais quoi justement mulligané ou ancré. Fait que ça aide beaucoup. Ça donne un avantage, je pense, aux joueurs qui passaient beaucoup de temps sur Pixelborn, dont je m'inclus là-dedans. Maintenant que ce n'est plus une possibilité, puis même Pixelborn Connect, qu'on parle plus tard, c'est pas aussi rapide. C'est vraiment important de prendre le temps de jouer avec des amis en personne, de se pratiquer, puis aussi de pas jouer toujours contre la même personne, parce que souvent on se ramasse à se tuner contre son style de jeu, puis là tu arrives dans un tournoi avec 1000 joueurs, puis tout le monde joue différemment, fait que là ça marche plus. Fait que jouer contre différentes personnes, différents decks, d'une base régulière, c'est vraiment important pour se préparer pour Toronto, parce que les joueurs que je peux pas dire plus forts, mais les joueurs qui se considèrent comme plus des pros, là, qui ils ont comme leur team, eux autres ils font ça constamment, fait que si eux peuvent le faire, puis nous on le fait pas, on peut avoir des avantages, surtout que pour Las Vegas, par exemple, le 7-5 va être sorti, puis sans Pixelborn, la méta va être vraiment floue jusqu'à temps qu'il y ait un gros tournoi comme Las Vegas. Fait que pratiquer entre amis avec des bons joueurs, changer de deck souvent, faire des tournois round robin, ça va vraiment être important pour la pratique. Oui, effectivement. Puis, peut-être une dernière petite question. Là, j'ai l'impression que tu vas aller à Toronto aussi. Yes, Peut-être pas à bien. Fort Worth. Non, Fort Worth, non. J'ai essayé de. Surtout que là, j'ai ma qualification pour le tournoi nord-américain. J'ai moins de pression à toutes les faire. Toronto, c'est lui que je vais faire le plus. Puis là, il y a Las Vegas qui me tente juste parce qu'ils ont des nouvelles cartes, mais je veux jouer d'autres choses, je veux jouer une autre méta. Mais sinon, Fort Worth, non, je l'ai même pas essayé de prendre des billets pour celui-là. OK. Puis, ton choix de deck pour Chicago, as-tu une explication ou comment t'es arrivé à choisir ce deck-là? C'est quoi ton thought process de prendre le deck que t'as amené à Chicago? Ouais, c'est une bonne question. C'est vraiment un méta-call. Tu sais, avant de faire le tournoi, ça, j'invite tout le monde à le faire, puis c'est vraiment dur à le faire, c'est des gros guests. Là. Pratiquez-le sur les Store Championships, si vous voulez. Là, c'est de faire un call, de dire je pense qu'il va y avoir tant de pourcents de tel deck, tant de pourcents de tel deck. C'est de prédire le pourcentage de représentation de chaque deck. Puis après ça, tu prends un deck en fonction de ça. Les tournois locaux pour les 7 championships, évidemment, c'est des joueurs locaux, fait qu'on a plus d'informations genre sur qui est quel style de jeu, fait que c'est peut-être plus facile à faire. Mais il reste que je l'avais fait aussi pour Chicago, puis tu sais, j'avais mis quand même beaucoup de vert-gris puis de bleu-gris en haut, particulièrement parce que vert-gris est considéré comme le meilleur deck, puis après ça, bleu-gris c'est comme son meilleur counter, puis il y avait des bons joueurs sur Twitch qui montraient qu'ils gagnaient contre vert-gris facilement avec bleu-gris. Donc, je me suis dit, bon, bleu-gris, c'est un bon match-up contre rouge-bleu, puis contre vert-gris, si je peux shift 6 sous ou réussir à jouer un Be Prepare assez vite, je peux quand même m'en sortir. Puis après ça, ça a une question aussi de mulligan. Avec bleu-rouge, si t'es assez agressif sur mulligan, tu réussis à trouver le popsicle, one jump et ram. Souvent, ça va bien, peu importe t'es contre qui, même contre Bucky, parce que tu peux piger plus vite que ce qui se fait discarter. Puis si tu le trouves pas, fait que contre les match-ups plus difficiles, je pense que c'est important d'être greedy un peu, parce que si tu joues trop... pas casual, mais tu joues comme plus safe, tu vas juste perdre parce que c'est un mauvais match-up. Fait que j'avais ma ligne de mulligan vraiment agressive contre vert-gris, puis contre bleu-gris, souvent c'est un bon match-up, il y a rien qui est dangereuse. Le mirror match, ben, avec mes 450 games, j'étais quand même à l'aise que j'avais fait assez de pratique pour avoir un petit edge dans le mirror match, puis réussir à gagner quand même. Puis le rouge-mauve il était un peu tannant, je l'ai pogné premier round, c'était exactement mon round le plus dur, mais j'ai réussi à m'en sortir, t'sais. Faut juste que tu gardes tes Maui pour dès que le castle est down, puis tu puisses le one-shot le castle. C'est un low win con. Fait que je dirais, j'ai joué vraiment beaucoup en ligne pour pratiquer, puis c'est vers la fin, je savais pas quoi jouer, je changeais de deck à quasiment tous les jours, comme qu'est-ce que je joue. Puis là, ben, 2-3 derniers jours avant Chicago, j'ai juste joué rouge-bleu non-stop pour le pratiquer juste lui, parce que il y a vraiment beaucoup de decks qui sont le fun à jouer, ils ont des bons match-ups, c'est tout le temps une grosse décision, genre quel deck prendre. Mais à un certain moment, il faut trancher. Puis c'était comme, je pense, 4 jours avant Chicago ou une semaine, j'ai dit, OK, je joue rouge-bleu. Puis là, j'ai joué genre 100 games avec le même deck de suite pour vraiment comme le masteriser. Fait qu'au début, j'ai joué toutes les decks, toutes les couleurs. J'ai dû créer à peu près genre 86 decks différents. Puis après ça, je fais bon, je check mes Windows. D'ailleurs, je traquais ça dans un Google Sheet. Là, j'ai toutes mes games rank puis hardcore traqués avec les Windows contre quelle couleur, 2-0 ou 2-1, whatever. Puis je peux faire mon win-lose ratio avec les decks. Je fais aussi mon win-lose ratio sur le play, sur le draw. Là, qu'il fallait que je check, ça serait sûrement intéressant. Fait que avec tout ça, rouge-bleu me semblait le bon choix. Fait que j'étais là avec ça. Nice. Puis juste, Pat, pour rentrer dans ton deck, la liste que tu nous as envoyée,
Tu sais, à l'époque que tu as joué puis tu es rentré à Chicago avec le decklist, le monde, il jouait encore la petite Sisu qui enlève un one drop, Ouais. là, tu sais, la Uninkable. Euh, puis il jouait pas Judy Hopps, tu sais, il y a du monde qui dit, ben, s'il y a un item, ben, il y a un item, puis je le joue pas. Parle-moi de ton choix de enlever ce Sisu-là, premièrement, ajouter de la Judy Hopps, puis jouer How Far I Go, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui Ouais. l'ont coté aussi. Fait que dans le fond, c'est trois Moi, je suis cartes content que t'en decks que parles, tu as c'est des choisi. points que je voulais aborder aussi. La petite Sissou, le problème, c'est qu'elle est non ancrable. J'en ai déjà 21 des non ancrables, fait que ça faisait quand même beaucoup. Puis j'avais l'impression qu'elle m'aidait surtout dans les match-ups qui vont déjà bien. Ça, c'est une question en deck building. Tu sais, c'est la carte que tu ajoutes, t'enlèves, elle fait augmenter ton win-lose contre tel deck. Puis il faut essayer de. C'est dans un tournoi avec beaucoup de variété, tu essaies d'être 50-50 partout peut-être. Ou tu peux aller all-in puis espérer pogner les bons match-ups. Mais ça, c'est encore plus greedy. Donc, la petite Sisu, tu sais, elle m'aide dans des match-ups, mais tu sais, j'ai brawl déjà 4 fois que, mettons, ça peut tuer un Diablo puis que Ursula peut pas enlever. Fait que, tu sais, je peux déjà gérer un peu le early board, puis quand je suis rendu plus tard, j'ai les 3 Sisu puis 3 Be Prepare qui gèrent tout à la fois. Fait que, le seul moment qui est bon, c'est tour 3, puis souvent, c'est tour 3, ça prend aussi un Ice Block pour qu'il y ait quelque chose. Puis j'en ai juste 2, fait que, tu sais, elle était pas assez constante à augmenter mon Inkable. Je préfère avoir plus de Madame Medusa qui fonctionne mieux, puis une Sisu qui peut vraiment te sauver contre Vargri. Donc, c'est pour ça. Puis la raison pourquoi c'est la version qui a plus un attaque par le nombre de cartes dans la main, c'est vraiment pour aller aider un des pires match-ups qui était Rouge-Mauve. Rouge-Mauve, ce qu'il veut faire, c'est mettre Flynn tour 2 puis mettre cette Sisu-là tour 3. Donc, la façon de l'arrêter, c'est de toi-même jouer la Sisu. Des fois, l'attaque est assez fort pour aider à péter le château, mais juste la mettre tour 3 pour enlever le lore bonus de Flynn Rider, c'est vraiment important. Fait que ça, c'était vraiment juste pour le match-up rouge-mauve. Sinon, c'est Ink. Fait que dans les autres match-ups, comme on disait tantôt, c'est souvent plus un Ink qu'une carte à jouer. Judy Hopps, elle, ça c'est drôle, elle était pas dans mon deck quand je suis parti prendre l'avion le vendredi. Je l'ai ajouté le vendredi soir, genre 11h, avant de se mettre la decklist. La raison étant très particulière, c'est à cause que le top cut est des open decklists. Donc, si c'était des decklists cachés, je l'aurais probablement pas joué. Mais là, vu que c'est des decklists ouverts, que les gens peuvent voir que je l'ai dans mon deck, j'en ai mis une juste pour l'impact de la menace qu'elle amène est plus forte que la carte elle-même. Tu sais, le fait que le joueur, il joue, mettons, bleu-gris ou bleu-rouge, il a 7 mana, puis il est pas sûr si c'est safe de mettre Lucky Dime Pass, parce qu'il fait aucun lore, puis je pète tout son tempo. Tu sais, à cause que j'en ai une dans le deck, ça crée pas de la confusion, mais ça crée des plays plus difficiles de l'adversaire. Ça, c'est vraiment c'est bon. Je crée des plays plus difficiles de l'adversaire. Fait que là, faut qu'il joue autour, mais je n'ai juste une. Mais là, si je l'ai, what if je l'ai, là, ça pète sa game. Fait que la menace de la carte était plus forte que la carte elle-même. Cela dit, j'ai gagné une game à cause de Judy Hop dans mon top 64 contre bleu-gris. C'était la seule façon que je pouvais l'arrêter d'avoir l'étal. J'ai juste comme joué. Ben, je sais pas si je l'avais top deck ou je suis allé chercher Call Fargo puis Developer Brain, mais bref, j'étais allé chercher Judy, j'ai pété le dime. Puis là, il n'y avait plus l'étal, puis j'ai gagné. Fait que ça a été. C'était ma seule out. Là. Genre, toutes les cartes que j'avais, c'était la seule façon parce que je pense qu'il y avait une Ariel en jeu, puis il y a plus d'items. Fait que tu sais, quester littéralement 10. Fait que la seule façon que je pouvais sauver ce tour-là, c'était de péter son dime, parce que j'avais pas de Be Prepare. Fait que, bref, elle m'a fait win une game direct en top 64, qui est pas dégueu. Mais dans toutes les autres games de tout le tournoi suisse, elle a jamais rien fait. En plus, c'est pas des open decklist, fait que le monde joue pas autour, mais tu sais, j'en ai juste une. Fait. Mais ça peut quand même dépanner aussi. Je veux pas être bonne en mirror péter le dime de l'autre, mais c'est aussi un genre de 5e Iran. Ça peut te faire piger un peu si t'es vraiment mal pris. C'est pas l'idéal, mais ça peut te faire piger. Fait que c'est ça. Puis l'autre carte t'a dit c'est All for Argo. Moi, cette carte-là, j'étais pas un fan à la base. Jusqu'à temps que je commence à l'essayer. C'est. Tu sais, le deck dépend beaucoup de Iran, dépend beaucoup d'avoir de la mana. Fait que ça fait les deux. Ça va chercher Iran potentiellement, puis ça donne de la mana. Ça fait aussi en sorte que la grand-mère et Iram ont quelque chose à faire si, mettons, il n'y a pas de système à manger ou il n'y a pas de bonhomme à trader. Fait une grand-mère qui chante en Fargo, c'est vraiment bon. De toute façon, la ligne de ce deck-là, c'est vraiment de jouer toujours one jump tour 2. Puis après ça, tour 4, tu mets soit la grand-mère, soit Iram. Puis là, si tu n'avais pas d'item, Iram va peut-être chanter en Fargo, ou sinon la grand-mère va le chanter. Puis dès que tu commences à chanter ça, tu vas trouver les cartes qui te manquent, tu ram. Fait non, ça a été une carte meilleure que je pensais avant que je commence à l'essayer. Je pense une carte clé de cette version-là avec 4 dragons, faut que tu te rendes à 9. Ouais. Nice. Puis Pat, avec du recul, là, une fois que tu as fini Chicago, tu regardes ta decklist, y a-tu des affaires que tu aurais aimé rajouter? Y a-tu un compte que tu aurais aimé monter? Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont. À Chicago, il y avait aussi un gars qui jouait Dragonstone. Il y a du monde qui jure juste par 4 How Far, 4 Jump, tu sais, des affaires de mana. Toi, avec du recul, qu'est-ce que tu changerais? Puis qu'est-ce que c'est intéressant que tu mentionnes la personne qui jouait le Dragonstone parce que c'est contre lui que j'ai perdu dans le top 16. Puis il a réussi à avoir le Mickey Mouse. Fait que,
Je sais pas, j'avais gagné la Game 3, qu'est-ce qui serait arrivé? On le saura jamais. Mais une des différences qu'il y a avec son Ouais. deck, c'est que était un peu meilleur de Mirror Match, puis c'est à cause de Dragonstone, parce que t'as tellement de monstres dans le graveyard que ça va à rien, qu'avec Dragonstone, c'est slow, mais contre le Mirror Match, c'est déjà slow. Fait que la seule façon que je peux le battre, c'est de le racer vraiment vite, parce qu'il y a tout le temps avoir plus de mana que moi. Dès que Dragonstone entre en jeu, c'est comme mana, mana, mana. Fait que dans le Mirror Match, Dragonstone est largement meilleur que Fishbone. Tu peux pas vraiment ancrer les cartes de ta main. C'est juste que le défaut de Dragonstone, c'est qu'il est slow. Fait que c'est bon contre bleu-rouge, c'est potentiellement bon Yes. contre bleu-gris. À moins qu'il te le pète, t'as pas le temps de t'en servir, mais sinon, c'est ça. Fait que j'aurais peut-être baissé un peu le Fishbone Quill, mais racheter des Dragonstone pour le Mirror Match, vu qu'il y en a quand même souvent. Ça, en Fargo, c'est vrai que comme je dis, c'est une bonne carte. Le 4, ça semble intéressant. C'est juste, chaque fois que tu rachètes une Uncable, il faut quasiment que tu en enlèves une. Ça commence à être risqué. Puis, ils sont comme vraiment toutes bonnes, les Uncable, là, dans le deck. Là. Fait que c'est dur d'en enlever plus, Ouais. mais bon. C'est ça. Je pense que il y a aussi d'autres cartes que je voulais essayer, mais la 100 Pixelborn, c'est dur. Mais probablement que la petite aurore, là, avec peut-être un peu plus d'items, ça peut être intéressant. Elle peut protéger ton dime, mais c'est aussi qu'elle permet d'aller fouiller pour trouver les cartes que tu veux. Parce que en général, tu trouves Iran, t'as une game, tu le trouves pas, t'as pas de game. Puis ça, c'est un peu tannant. C'est pour ça que toutes les cartes qui vont creuser, comme en Fargo, Develop Your Brain, Grand Matala, j'aime ça. Ça permet de réduire la variance de pas trouver Iran et de perdre une game à cause de ça. Yes. Là, toi, tu parles dans le fond de l'Ariel qui coûte Non, 4, qui est j'ai dit 3-3, qui te Ariel, permet c'est Aurora, je de pense. taper. Aurore. Aurora, ouais. Aurora, Ok, ouais, mais c'est c'est bon. ça que je veux dire, le P. C'est ça, celle qui coûte 4, qui est 3-3, qui te Ouais. permet d'exerter un item Ouais, ça, je pour l'avais la top essayé de dans le ton deck, bleu-gris c'est parce ça? qu'il y a 8 popsicles. Au final, les popsicles et les 40 Sphere, ils n'ont pas de feature en tapant. Puis qu'ils soient tapés ou pas tapés, tu peux les manger qui rament ou tu peux les utiliser. Donc, j'avais essayé ça, puis je trouvais ça intéressant. Ça permet de creuser ton deck. Puis la raison pour laquelle je trouvais ça intéressant aussi, c'est que contre Vagri, tu veux pas piger ton Be Prepare parce qu'il va te le faire discarter. Tu veux qu'il soit sur le top du deck. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est que tu checkes les cartes, mais tu laisses sur le top. Il peut pas t'enlever ton top. Fait que t'es mieux de jouer elle puis mettre Be Prepare sur le top que de jouer grand-mère puis de prendre ton Be Prepare puis là, ben, il te l'enlève parce que c'est rendu son tour. Fait que laisser la carte. Comment avoir des bons top decks avec Aurore. Fait que je pense que contre Vagri, ça peut être bon. Puis contre les decks qui pètent les items, ça peut les protéger. J'aime ça qu'il y a du potentiel. Il manque peut-être juste un peu d'items dans bleu-rouge pour le faire, mais c'est ça. Pouvoir mettre la carte que tu veux sur le top sans la piger, c'est vraiment bon, contrairement à la piger quand t'es contre Bucky. Ouais. Ben, merci pour l'idée. Je vais peut-être l'essayer dans mon bleu-gris. Yes. Excellent. Ben, merci beaucoup, Pat, pour avoir discuté avec nous de cette expérience-là. On va passer au prochain sujet, les decks à GF. GF, je sais que tu veux nous sortir un petit peu de spiciness encore cette semaine. Fait que on te laisse là-dessus. Ok, bon, ben, cette semaine, le deck plus off-meta que je vais parler, c'est le deck vert-bleu, qui est une combinaison de couleurs que je joue pas mal depuis le 7-1. Là, j'ai essayé de le mettre à jour, au goût du jour avec le 7-4. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré pour essayer de faire un deck qui utilisait, comment dire, les avantages de ces deux couleurs-là, c'est-à-dire le ramp et le ward. Parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le vert qui vont être ward, donc qui peuvent pas être affectés par, qui peuvent pas être choisis par un effet. Puis tu as le ramp du bleu. Le but du deck étant tout simplement d'aller rapidement à 5. Fait que si le tour 4, tu es déjà rendu à 50, puis que le tour 4, tu peux rentrer tout de suite avec un bon vieux Cusco ou avec un Cogsworth qui est ward, ça te permet de mettre tout de suite beaucoup de pression sur l'adversaire. Fait que comment j'ai fait ça, c'est que je me suis dit, avec un plan de match assez agressif, commencer avec les Cursed Merfolk ou avec un Popsicle. Tour 2, je me suis laissé quand même quelques options avec les Cruella, tueuses de Diablo, on pourrait dire. Les Duke Weaselton, que je suis un des seuls à mettre dans mes decks. Duke Weaselton, c'est une carte en crabe à 2, une de force, 2 de vie, qui part à l'aventure pour 2, qui est ward. Donc, très pratique en début de partie pour t'assurer un 2. Et en fin de game, ironiquement, souvent, ça va être bon parce que si tu pige quand tu top deck, ben, c'est quand même un 2 lore. Puis il peut pas te l'enlever. Fait que bref, je le mets dans mon deck. 3 Diablos pour aider avec l'engin de pige. Mon Mickey qui est mon ramp dans ce deck-là. Je continue avec le classique tour 4, comme on disait, justement, comme Pat disait, Grammatala, Iram Flaversham. Puis tour 5, on y va avec des gros persos qui sont ward ou qui ont une utilité. La Beast qui rush, Cusco qui est ward, Aurora qui donne ward à tous les autres persos, Cogsworth qui est ward,
Maleficent, qui est un gros corps, qui est tough à tasser, qui quest pour 3. 3 d'attaque, 6 de vie, quest pour 3. Ma seule carte en haut de 5, ça se trouve être Robin des Bois, Daydreamer, qui coûte 6, qui est 4-5 et qui part à l'aventure pour 4, qui peut aider à closer des games, qui est quand même pas mal fort. Donc, c'est ça. Mes observations par rapport à cela, c'est que comme beaucoup de decks qu'on essaye dans la méta actuelle, c'est bon contre presque tout, sauf contre le maudit Grival. Parce que si tu te fais discarter trop rapidement, tu n'as pas le temps d'établir justement ton engin de pige, puis là, tu te fais ramasser bien raide. Je l'ai apporté à mon tournoi local il y a 2 semaines. J'ai rejoint un petit peu par la suite aussi avec. Et mon constat est que justement, c'est ça. J'ai affronté 2 fois en tournoi Grival. J'ai perdu les 2 fois. J'ai passé proche d'en gagner un. J'ai gagné contre rouge-bleu, parce que c'est quand même aggro et tu réussis à protéger tes personnages contre tous les effets que le rouge peut t'envoyer dans la gueule. Donc, un deck le fun. Je vais continuer à le travailler pour essayer de le rendre plus efficace. Malheureusement, tant qu'il va y avoir beaucoup de green steel, je pense que c'est pas un deck à apporter dans le but d'être compétitif. Par contre, si on veut surprendre l'adversaire, on en parlait tantôt, la moitié des joueurs contre qui j'ai joué me disaient « C'est quoi ça? » Ça, quand ton adversaire dit ça, c'est qu'est-ce qu'il va jouer ici? Il attend pas nécessairement. Un joueur beaucoup plus expérimenté va se rappeler des cartes, des couleurs qu'il va affronter. Fait qu'il va avoir une idée un peu, mais il y a quand même une petite épice qui fait qu'il ne sait pas ce que tu vas jouer. Donc, je n'abandonne pas. Je vais réussir à le rendre compétitif éventuellement, mais je pense que pour le 7-4, ça va être difficile. Fait avec le 7-5, on a vu déjà quelques cartes dans le vert et dans le bleu qui semblent intéressantes, qui vont peut-être aider à ramener cette combinaison de couleurs-là. Mais bon, pour les intéressés, je vais mettre ma decklist sur dreamborn.inc. Le lien va être dans la description du podcast, donc je vous invite à aller le voir et à me faire vos commentaires ou suggestions pour l'améliorer. Excellent. Donc, je sais que Billy avait un autre sujet chaud qu'on voulait parler. 2 petits sujets chauds pour clore le podcast. Le premier, c'est tu parlais de Green Steel, sujet chaud de l'heure, bannir Bucky ou pas. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. On n'a pas encore d'explication à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça va être des restricted lists, des ban lists, est-ce qu'il va y avoir des rotations, mais pour l'instant, je sais qu'il y a un des sujets très très chauds de la communauté Lorcana, autant au Québec que partout au travers le monde, c'est Bucky. Est-ce que Bucky est rendu trop une menace et est-ce qu'il doit être banni? C'est quoi vos takes là-dessus? Peut-être Dan? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas un deck qui est unbeatable, si on veut. Le vrai problème avec Bucky, c'est que tu peux pas interagir avec sur le tour où est-ce qu'il sort. Fait que, tu sais, mettons, tu sors le tour 2, puis en plus, il est inkable. Tu sors le tour 2, il est ward, il reste là, puis, tu sais, c'est sûr, le joueur va pas le taper, là. Fait qu'il va rester comme ça. Puis au tour 2, t'as pas vraiment de removal ou de carte qui peut interagir ou attaquer dedans ou vraiment l'enlever. Tu sais, on a sorti une nouvelle carte dans le nouveau chapter, c'est Trident Decree. C'est pas une bonne carte, mais ça peut l'enlever si jamais tu es capable d'enlever son. Si, admettons, il a tapé son tour 1, tu l'attaques, puis là, tu joues Trident Decree, qui fait que tu fais, si je ne me trompe pas, 2 de dégâts que ton adversaire choisit. Ton adversaire étant celui qui contrôle Bucky. Fait que lui, s'il reste juste Bucky, il est obligé de faire les 2 dégâts sur Bucky. Mais l'affaire, c'est que c'est très peu probable qu'il y ait une carte, puis que toi, en plus, tu aies ça, qui est un ink non-inkable, donc très peu joué, qui peut interagir avec le Bucky. Puis le défaut aussi avec Bucky, c'est que tu vas le laisser là. Puis maintenant, on a des Floodburn tour 3, comme Diablo, comme Aladdin. Fait que dès le tour 3, ou même le tour 2, si tu es capable de shifter ton Diablo, tu peux déjà faire discard. Puis tu sais, le monde dit, ouais, mais tu peux l'enlever avec Tinker, Grab Your Sword. Mais le temps que Tinker et Grab Your Sword arrive, tu as déjà jeté 4 cartes. Puis tu les as sûrement jetées dans ça. Ça fait que c'est super dur à interagir. Non seulement ça, mais les joueurs plus expérimentés, ils savent jouer contre le discard. Les nouveaux joueurs, les joueurs intermédiaires, c'est très dur de réagir ou d'interagir avec un deck discard si tu n'es pas expérimenté. Ça fait que c'est très fâchant. Fait que l'aspect de pouvoir pas interagir avec le tour 2 et
de pas trop savoir comment jouer contre. Ça fait que c'est une expérience très fâchante pour peut-être le monde qui vient de commencer à jouer à l'Orcana au Chapter 3 ou au Chapter 4. Fait que je pense que c'est pour ça que le monde commence à parler. Il y a des discussions chaudes. Il y avait ça sur l'Orcana Québec. J'ai vu des threads passer, quasiment du monde qui se disait arrête de jouer si tu sais pas l'enlever, puis des affaires de même. Mais tu sais, comme je pense que le but, c'est vraiment de garder ça constructif, puis de dire oui, c'est vrai que c'est une carte qui est dure à interagir avec. Il rame aussi, tu sais. C'est pas la même chose, mais il rame 1-6. Tu le mets, il y a déjà un effet sur le board, tu enlèves un item, puis c'est très dur d'enlever un 1-6. Du coup, ça fait que 3/4 du temps, il rame va te piger 4 cartes tout le temps. Fait que tu sais, comme il y a des cartes comme ça qui sont difficiles, c'est juste que Bucky est plus tannant parce qu'il ward puis qu'il arrive au tour 2. Je sais pas, toi, Pat, toi qui joues très compétitif, c'est quoi ton point de vue de Bucky en général? Je pense que les problèmes de Bucky, c'est plus la frustration qu'il peut causer dû par le fait qu'un jeu se définit par une séquence de décisions, mais une fois que tu n'as plus de cartes en main, tu n'as plus de décisions à prendre, donc tu as l'impression que tu joues pas, puis l'autre joueur fait une game solo. Mon avis, c'est que c'est pas une bonne idée de le bannir, surtout que c'est très tôt dans le jeu. On est juste au 7-4 première année. Ça ferait un peu une mauvaise publicité, je pense, pour le jeu qui est déjà des cartes bannies alors qu'il n'y a même pas comme 5-7 de sortie. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'acheter des cartes qui pourraient le gérer, peut-être aussi dans d'autres couleurs que gris pour permettre une méta plus variée. De toute façon, si on le ban, après ça serait les decks avec Iram qui deviendraient meilleurs. Puis il faudrait bannir Iram. Ça ferait juste une loupe de ban pour se ramasser peut-être à en bannir 3-4 cartes pour avoir une méta 100%. plus stable. Donc le bannir, c'est pas une solution. Restricted, c'est peut-être un autre genre de ban, mais moins intense. Je pense pas qu'on veut s'embarquer là-dedans tout de suite. C'est vraiment le problème d'être non interactif. Pour ça, justement, j'ai tout essayé. Quand je dis j'ai pratiqué 450 games, parce que je m'attendais à ce que ce soit Valkyrie le plus fort deck, le plus joué. Fait que tous mes decks avaient les façons, si possible, de le tuer plus tôt. Fait que j'ai des rouges mauves qui peuvent le tuer tour 2, mais ça prend 3 cartes parfaites alignées avec les étoiles pour que ça marche. Ou tour 3, tuer Diablo plus Bucky avec rouge mauve ou rouge jaune. Fait que c'est beaucoup de setup juste pour le gérer. Puis si tu le gères pas, ça devient difficile. Puis le fait qu'il est vraiment fort présentement, c'est vraiment à cause, comme tu mentionnais, Dan, des Floodborn bons, que 3 mana, même très bons d'ailleurs, Aladdin et Diablo. Puis non seulement il y a ça, mais il y a aussi que techniquement tu peux shifter pour 0. Il y a une game où j'ai joué contre quelqu'un, il m'a mis un Diablo, tour 2 il a mis Bucky, tour 3 il a mis Diablo, shift, Diablo, shift, Diablo, une affaire de même, j'étais comme OK. Game. Wesh. Fait que là, c'était comme, ouais. Il a vraiment shifté un Diablo sur un Diablo juste pour me faire tirer une carte de plus, puis j'avais plus rien. Fait que, le problème, c'est qu'il y a ce que j'appelle des God Stars. Puis le God Star de Valkyrie est vraiment très fort. Le God Star de Bleu-Rouge, je l'ai dit tantôt, c'est Popsicle, One Jump, puis Ram, ce qui est très fort. Mais la game continue, c'est juste que j'ai un avantage de main. Versus Valkyrie, le God Start avec Diablo, Bucky shift Diablo, après Diablo Aladdin, tour 3. Ça fait qu'il y a un board presence, t'as plus de cartes, c'est comme plus oppressif, un peu comme départ. Les deux sont très forts, mais Bucky est plus évident qu'il est fort parce que t'as plus de cartes. Versus l'autre, c'est qu'il y a plein de cartes, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment l'absence de choix pour l'autre joueur, puis le mirror match aussi, que souvent les deux joueurs sont top deck pour 5, qui rend ça un peu plus weird comme méta, là, ça fait des games plus étranges. Là, ouais, c'est ça. Les top deck wars, ça. Surtout qu'il y a juste les cartes qui payent. Ouais, puis... Mais il y a un point que il y a un point que je trouve qui rend ça vraiment trop fort, Bucky, présentement, c'est qu'on parlait justement du fait que quand tu joues une carte, tu as 2 effets. Tu sais, quand tu es capable de constamment faire 2 choses à chaque tour, tu as un gain substantiel face à ton adversaire. Puis juste dans Griver, tu as tellement de bonnes cartes Floodborn que tu peux juste jouer une game normale, que même si tu n'avais pas le Bucky en jeu, tu aurais un bon deck, tu aurais un bon setup. Tu enlèves le Bucky, là, puis tu as quand même... c'est bon jouer Diablo Tour 3, c'est bon jouer l'Aladin pour péter les systèmes. C'est toutes des bonnes cartes. Mais là, en plus de ça, tu rajoutes le Bucky, ça fait que tu joues, tu mets une bonne carte en jeu, tu fais discarter. Fait que c'est sans arrêt, tu vas faire 2 actions par tour à chaque fois. Fait que ton avantage est tellement grand que je comprends qu'il y ait du monde qui se pose la question est-ce qu'on le bannit ou pas. Moi, mon réflexe que j'aurais à dire, c'est qu'il y a un élément important qu'on ne sait pas encore de l'Orcana. Est-ce qu'il va y avoir une rotation? Parce que dans le fond, la plupart des jeux de cartes, il y a une rotation, que ce soit au 6, 8, 7, aux 2 ans, qu'il va y avoir certains sets qui vont devenir, qui sont plus légaux dans les gros tournois. Si c'est le cas et que l'Orcana a ça en tête, le problème va finalement se régler par lui-même. Et peut-être que dans les prochains sets, il va y avoir plus de cartes qui vont permettre d'interagir avec des personnages qui sont ready et qui ne sont pas atteignables. Mais sinon, je ne sais pas.
J'aime pas Ouais. ça des ban lists, des restricted lists, mais Tu sais, c'est vrai que c'est un problème. il y a beaucoup de solutions du monde qui disent ban list, restricted list. Je pense, comme Pat dit, je pense pas qu'on est rendu là avec l'Orcana aussi. Puis vu que c'est backé par Disney, tu sais, ça fait comme, tu sais, t'as l'espèce d'effet try hard puis t'as Disney. Tu sais, fait que, tu sais, mais je pense qu'il y a un aspect aussi que beaucoup de personnes parlent des errata. Errata, ça marche super bien quand tu joues à des cartes comme Hearthstone, puis c'est digital, puis tout ça, puis tu peux juste éditer la carte, puis tout le monde voit la même chose. Mais des errata, c'est de texte, là, on parle, là. C'est super difficile pour quelqu'un qui vient de commencer le jeu. Fait que pour ceux qui connaissent moins ça, peut-être un errata de texte, c'est à la place de dire que tu discards quand il joue un Floodborn, ça dit tu discards quand tu chiffres un Floodborn à la place. C'est ça la différence. Mais tu sais, les gens qui viennent de commencer, il faut que tu te rappelles que c'est écrit ça sur la carte parce que sur la carte, tu ne verras pas que c'est écrit ça. Il faut quasiment que tu downloads un papier, tu sticks ça dans ton local magasin, puis le monde, il lit ça, puis il dit « Ah oui, cette carte-là fait ça. » Fait que ça, je pense pas que c'est une bonne solution non plus, mais un aspect que l'Orcana a commencé à explorer, mais qu'on n'a pas assez développé, selon moi. Puis je sais qu'ils sont rendus, je pense, j'ai entendu dans d'autres podcasts, ils sont rendus comme à chapter 7, 8 ou whatever, mais tu sais, comme un aspect qui n'est pas beaucoup exploré, c'est attaquer les characters qui sont ready. Tu sais, on a comme 2 ou 3 cartes dans gris que ça l'est. Peut-être que tu rends ça plus accessible à d'autres couleurs, puis là, tu peux interagir avec ces cartes-là, mais c'est ça, c'est dur à dire en ce moment, là, je vous dirais, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, mais je pense, tu sais, puis c'est pas comme si c'était le Chapter 2 où est-ce que le seul deck du méta que tout le monde jouait, c'était rouge-mauve. Si tu jouais pas rouge-mauve, tu pouvais rien faire au Chapter 2. Mais là, après ça, quand Chapter 3 est sorti, on a eu la metagame s'élargir, puis maintenant, dans Chapter 4, oui, Bucky est très fort, mais il y a quand même deux bons decks qui bat. Moi, je trouve que rouge-bleu, là, est très fort dans gris-vert, puis bleu-gris aussi, tu sais, bien entendu. Il faut que le joueur soit expérimenté, mais tu sais, c'est pas impossible non plus. Ouais, il y a un truc qu'on n'a pas abordé non plus qui pourrait aider Bucky vraiment indirectement, là, c'est que Bucky est vraiment fort quand on le joue tour 2. Puis le mulligan de l'Orcana est très permissif. S'il était moins permissif, les gens potentiellement le joueraient moins souvent tour 2, il serait vraiment moins fort. Là, c'est le fait que quelqu'un peut, selon les statistiques, là, quand même le sortir régulièrement tour 2 dans un 2-3, même plus qu'une fois. Ouais. C'est là que c'est nocif. C'est bleu-rouge, je suis d'accord, ça peut gagner contre Valkyrie. J'ai joué contre des Valkyries à Chicago. Mais s'il sort tour 2 puis qu'il y a une curve de Floodborn tour 3, tour 4, tour 5, ça peut quand même être très difficile, surtout si tu n'as pas les rames. Fait que ça dépend vraiment de s'il a tour 2 ou pas. Puis le mulligan est si permissif que c'est facile d'être greedy pour aller chercher. En plus, le deck, il n'y a pas date de Unkable. Fait que tu peux vraiment essayer de le trouver à chaque fois tour 2. Puis c'est un Bucky tour 2 qui vient de détruire rouge-mauve puis qui fait vraiment mal à rouge-bleu. Donc s'il sortait moins souvent tour 2, ça serait probablement déjà correct. Ouais, effectivement. On est à court de temps. On va parler des dates de cette championship. On va se garder des petits sujets pour le prochain épisode. Donc, Pixelborn Connect, j'ai commencé à l'essayer un petit peu. On en parlera. Je vais redonner une chance un peu au logiciel, voir de quoi ça a l'air. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de games non plus. Mais l'idée est bonne. L'idée est super bonne. J'ai juste hâte de voir comment ça va sortir parce que l'affaire, c'est que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement le setup parce que là, tu as besoin des cartes physiques, tu as besoin d'une caméra overhead, tu as besoin d'un micro, tu as besoin d'écouteurs. Fait que je vais quand même continuer de l'essayer cette semaine puis faire quelques games, puis on en parlera au prochain épisode. On va conclure ça avec les dates des 7 championships. On en parlait tantôt, c'est prendre les prochains tournois les plus compétitifs qu'on va avoir avant les DLC. Très bonne façon aussi de se pratiquer et d'aller voir la méta maintenant que Pixelborn n'est plus. Donc, on va passer rapidement au travers. Donc, le 6 juillet, on a Galerie du Jouet à Alma, le Somerset Café à Plessisville et la Boîte Mystère à Laval. C'est un Winnerbox Chapter 1, celui-là. Le 7 juillet, l'Arène des Dieux à Québec. 13 juillet, le 3 Mana à Saint-Hubert. Toujours jeu à Laval. Face à face à Montréal. Imaginaire à Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Bruno et Laval. Le Alt F4 à Montréal. Le 14 juillet, Centre du jeu Expédition à Montréal. Le Tome 2 à Saint-Jean. Le 20 juillet, le Secret des Corrigans à Montréal. La Piève Barbue à l'Écoto. Le gagnant remporte aussi une caisse du 7-4, donc 4 booster box. Le 21 juillet, Boutique Awesome à Saint-Hubert. Game Time à Joliette. Geek & Co à Montréal. Le 27 juillet, Univers Fantastique à Belleuil. Et le 28 juillet, Boutique Mythique à Québec, Randolph, Québec et Carta Magica à Montréal. Donc, pour conclure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, soit sur YouTube, Apple Podcasts ou sur Spotify. Et vous pouvez toujours nous rejoindre et poser vos questions au lesuninkables@gmail.com ou en commentaire sur nos plateformes. Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle bientôt.
Au revoir. Ouais. Merci et bonne Merci, semaine à guys. vous tous. Ciao.